Bonjour, chers élèves. Heureux de vous retrouver sur la plateforme Dakana Academy. Nous sommes très ravis de terminer l'année avec vous en beauté. Et le chemin a été long, mais on est presque au bout du tunnel. Alors, je commence à souhaiter en tout cas une bonne chance de réussite ou bien très bonne ou une excellente chance de réussite à tous les élèves qui suivent au quotidien la plateforme Dakana Academy, les cours qui sont déroulés par les profs dans les différentes matières. Vous êtes nombreux à être connectés aujourd'hui. Nous sommes ravis de voir que vous intéressez beaucoup sur les services que propose gratuitement la plateforme Dakana Academy. Effectivement, notre volonté est de vous servir. Notre volonté est de vous accompagner pour une réussite éclatante. J'avoue que je précise souvent avec mes élèves que Takana n'est pas là pour quand même accompagner une réussite simple. Takana est là pour que les élèves osent ou aient le courage de tutoyer les sommets. Tutoyer les sommets, c'est avoir des résultats éclatants, des résultats brillants, des résultats honorables. Parce que quand même, nos familles, nos parents méritent, nos amis, nos compagnons méritent d'être honorés par des résultats éclatants, des résultats honorable. Merci en tout cas. Aujourd'hui, nous allons faire une synthèse de la littérature. Et j'avoue que si vous répondez, c'est une occasion également pour vous tester vous-même. Vous allez vous rendre compte parce que à cette étape des révisions, vous avez l'impression de n'avoir jamais appris. Effectivement, ne pensez pas que c'est quelque chose de particulier. Non, c'est la règle. L'exception, c'est que quand vous avez même trop de confiance, disant que oui, je suis bien parti. Mais à chaque fois que vous avez l'impression au jour, après avoir appris que vous n'avez rien appris, c'est parce que donc c'est le bon. Vous êtes sur le bon profil pour réussir avec brio votre examen. Oui, le bac, c'est comme ça. C'est la pression. Le bac, c'est comme ça. C'est un examen assez stressant. C'est un examen, effectivement, parce que qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de concentration. Mais nous sommes confiants avec tous les élèves qui nous suivent sur la plateforme Takana Academy que nous allons effectivement affronter cette épreuve de l'examen et réussir toutes les épreuves avec panache et brio. Merci en tout cas d'être connecté. Aujourd'hui, il s'agit de réviser tout le programme. Tout le programme, quand on le dit, le programme commence par d'abord la question, qu'est-ce que la littérature? Définition sur la littérature. Qu'est-ce que la littérature? Alors, cela suppose qu'on doit quand même voir, connaître, comprendre la définition de la littérature. Alors, la littérature, maintenant, dans son ensemble, dans son jaillissement originel, nous le savons. Donc, la première question, c'est définition alors de la littérature. Alors, un bon candidat de l'examen, le minimum à faire, c'est quoi? C'est de pouvoir définir la littérature. Donc, une définition de la littérature, elle est fondamentale. Elle est essentielle. Nous allons revenir sur les exercices, mais on rappelle sur quoi va porter un peu les exercices. Nous avons 100 questions. 100 questions. Vous êtes nombreux à être connectés et nous sommes ravis de vous voir, surtout les fidèles, avec Aïssatou Diallo, Aïssatou Diouk, Amina Mendy, Arona Sao, Awa Koulibaly, Awa Lo, Baba Niane, Bintou Diatta, Diagne Samb, Fallou Diop, Fatima Fall, fidèle, en tout cas abonné de Takana Academy. Au-delà de ça, il y en a Fatima Cham, Hélène, Abdara Mboup, Ibrahima Dia, Khadijatu Diop, Khadijatu Ndiaye, Libas Samb, oui, Libas Mamadou, Hadja Liu Bari, Mam Gorsao, Mam Khadignan, oui. Au-delà de Mamichou Bari, Marina Marema Djous, Mariatou Thiam, Matifal, Nabila Rodriguez. hmm. Alors,
bien des choses. Nafigué, je ne peux pas citer tout Ndeye Khady Dione, Ndeye Nogaye Diop, alors Ndeye Nogaye Diop, Ndeye Nguna Faye, Ndioro Doumbouya, Nogaye Ndiaye, Ousseynou Diop, Prince Sissoko, Ramata Sy, Rassoul Kane, Seni Bey, Seynabou Diaw, Seynabou Diaw, alors Sidi Mokhtar Ndiaye, Sophie Koli, Tamsir Malik Kebe, notre Kebe Kebe, fidèle abonné de Takana Academy, et bien d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde, mais quand même, sachez que nous sommes ravis de vous recevoir toujours sur la plateforme Takana Academy. Je reviendrai pour citer en tout cas les autres. Maintenant, à ce niveau-là, je dis qu'il faut quand même un élève, tu vois, ça, définir la littérature du manière générale. Mais attention, attention. Les élèves, erreur à ne pas commettre. Les élèves ont tendance effectivement à toujours vouloir définir la littérature euh, pour n'importe quel sujet de dissertation sur la littérature ou bien sur un genre littéraire, vouloir tout simplement donner la définition standard. La définition standard qui est dans le dictionnaire. Et souvent également, l'autre erreur, c'est quoi? Vouloir donner la définition sans les guillemets. Ce n'est pas votre définition, c'est la définition du Robert, c'est la définition de Becherel, c'est la définition donc des dictionnaires. Donc ce n'est pas votre définition. Alors la définition que tout le monde connaît ici est l'ensemble des œuvres orales ou écrites auxquelles on reconnaît une valeur ou une intention esthétique. Donc là, quand même, c'est une définition. Mais vous n'êtes pas obligé de pouvoir également euh, pouvoir définir la littérature, comme on dit, toujours dans le même format. L'essentiel, c'est de retenir sur quoi? La littérature, l'ensemble des œuvres orales ou écrites. Œuvres orales ou écrites, ça, c'est quand même assez édifiante et écrite. L'ensemble des œuvres orales écrites. Donc, œuvres orales et écrites, parce que la littérature a été orale avant d'être écrite. Souvenez-vous, à l'Antiquité, donc la littérature était orale. Donc, c'est au XVIe siècle, avec l'événement de l'imprimerie des scientifiques, alors qu'on a commencé à concevoir des ouvrages écrits pour la littérature. Mais au début, c'était oral. Ces deux œuvres orales écrites, œuvres, parce que tout simplement, la littérature nous vient de l'art. La littérature vient des catégories d'art, des sept catégories d'art. Les sept catégories d'art qu'on va rappeler tout à l'heure, c'est la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature. La peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature. Après, maintenant vient la photographie, la danse et le septième art, vous le connaissez, c'est le cinéma. Alors, pour dire quoi? Pour dire que la littérature faisant partie des œuvres d'art, de l'art, donc c'est une œuvre, c'est une création, c'est une invention. Donc, avec toute la dose artistique que ça doit accompagner effectivement cela. Donc, œuvre orale ou écrite. Donc, ce sont des œuvres orales écrites auxquelles on reconnaît, on dit maintenant que, comme toute forme d'art, on reconnaît une valeur ou une intention esthétique. Donc, la finalité de la, de la, d'une œuvre orale ou écrite littéraire, c'est de toucher ce qu'on appelle le beau, tout le caractère esthétique. Donc, retenez, en tout cas, c'est pas évident de pouvoir retenir par cœur la citation, mais de pouvoir retenir que c'est une œuvre orale ou écrite auquel on reconnaît une valeur. Donc, ces notions-là sont importantes. La littérature a été orale, la littérature est devenue écrite. Maintenant, la littérature est une création, une invention, d'où comme toute faisant partie de cette catégorie d'art que je viens de citer là. Mais les cette catégorie d'art, leur finalité, c'est quoi? C'est l'esthétique, qui est de l'expression du beau. La littérature est l'expression du beau. Là, quand même, c'est une chose essentielle à comprendre. Au-delà de ça, maintenant, là, après la définition, il faut connaître ce qu'on appelle, et ça, c'est essentiel, c'est fondamental, ce qu'on appelle les, les genres littéraires. Alors, après définition, l'élève doit se rappeler exactement ce que sont les genres littéraires. D'ailleurs, on aurait pu parler donc des genres et des sous-genres littéraires, parce que il y a des genres et chaque genre littéraire. Donc, il y a les genres majeurs et les genres mineurs, comme on dit. Donc, ou les genres ou les sous-genres de la littérature. Un élève, un bon candidat de l'examen doit connaître ce qu'on appelle les genres littéraires. Il y a des genres majeurs et des genres mineurs. Donc, ça dit connaître les trois genres majeurs et chaque genre majeur connaître les sous-genres.
Ça également, c'est essentiel. Et nous allons vérifier est-ce que vous les avez maîtrisés. Après les définitions, connaissez effectivement les quoi. Au-delà, il faut connaître ce qu'on appelle les courants littéraires. Là également, un bon candidat à l'examen, à l'épreuve du français, de la littérature, doit connaître ce qu'on appelle les courants littéraires. Ça également, c'est essentiel et c'est fondamental. Donc, les courants littéraires. Souvenez-vous des courants littéraires. D'ailleurs, j'allais dire les courants et les mouvements littéraires. Il ne faut pas confondre courant et mouvement littéraire. Mouvement littéraire. Ça, c'est essentiel. Pour qu'un élève puisse maintenant être à l'aise sur tous les sujets qu'on donne à l'épreuve du français au bac, il faut impérativement, au-delà des définitions, de la définition de la littérature, donner ce qu'on appelle les genres littéraires, mais également les courants et les mouvements littéraires. Et ça, depuis les origines. Les courants et les mouvements littéraires, il faut comprendre que c'est depuis peut-être même, j'allais dire, le 16e siècle. Du 16e siècle au 21e siècle, quels sont les différents courants? Les courants, c'est-à-dire les idéologies littéraires. Les idéologies littéraires. Les doctrines littéraires, pour parler un peu comme les philosophes. Ça, c'est fondamental. Tu connais donc de la Renaissance, j'allais dire, on a, au surréalisme. Pour un peu, mais je ne vais pas évoquer. Donc, nous allons revenir tout à l'heure avec les exercices pour voir est-ce que vous les avez retenus ou pas. Maintenant, au-delà de ces des genres et des courants littéraires, un bon candidat à l'examen doit connaître ce qu'on appelle les fonctions de la littérature. J'allais dire donc les fonctions de la littérature. La littérature, pourquoi? Quelle est la finalité d'une œuvre littéraire? Ça, c'est important. Ou quelles sont les finalités, pour nous parler un peu dans le général. Quelles sont les finalités? La littérature, pourquoi? La littérature sert à quoi? La littérature sert à quoi? Et là, je vais vous donner une figure qui va vous peut-être vous donner des indices par rapport à ça, une figure. Imaginez que la littérature, c'est comme ça, et c'est une personne. La littérature considérait ça comme étant un homme et une femme, puisque on parle parler d'une femme, puisqu'on parle de la littérature, c'est le féminin. Alors, maintenant, la littérature, quelle est son utilité? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là, pourquoi? Alors, nous savons que quand on tient compte de la définition, la littérature est là quand même pour exprimer, donc on peut cibler sa bouche, pour exprimer, donc d'après donc, la définition, le beau. Le beau. Le beau. Là, on sait en moins que la littérature sert le beau. Et là, la définition standard, et j'allais dire tout à l'heure, l'erreur monumentale, grandiose, rocambolesque à ne jamais commettre, c'est quoi? De penser que, puisque la littérature, le débat porte sur la littérature, je vais commencer par n'importe quel sujet qu'on me donne au bac en dissertation, je vais commencer par la littérature du manière générale, en donnant une définition. Ces définitions que tout le monde connaît. Ces définitions que vous maîtrisez, l'ensemble des œuvres orales ou écrites auxquelles on reconnaît une valeur et une intention esthétique. Je vais vous dire quel est le danger de ça. D'abord, c'est une définition prêt-à-porter, préfabriquée, mais qui peut s'appliquer effectivement pour des sujets littéraires bien déterminés. Mais attention, il y a des sujets, si le débat, je vais le préciser, si le débat, la thèse du sujet n'évoque pas effectivement l'une des fonctions principales, le beau, là, vous n'êtes pas en mesure de pouvoir commencer votre dissertation par une définition standard, l'ensemble des œuvres orales ou écrites auxquelles on reconnaît une valeur et une intention esthétique. Pourquoi le danger? Parce que cette définition ne respecte ou bien ne considère qu'une seule mission, qu'une seule vocation, qu'une seule fonction du littéraire. Et c'est ça le danger. C'est quoi? Parce que vous avez appris avec le temps que la littérature est sortie à un certain moment de son loge de quelqu'un qui exprime uniquement le beau pour servir d'autres fonctions et d'autres missions. Voyez-vous? Et quand le débat met en valeur une autre mission, outre que la mission essentielle principale de la littérature, qui est le beau, le servir le beau, comme toute œuvre d'art, attention le danger. Parce qu'en fait, il s'agit dans une dissertation, dans une amorce, de chercher le contexte du sujet. Mais en réalité, le contexte du sujet, c'est le contexte de la problématique du sujet.
Mais la problématique n'a rien à voir avec la définition essentielle, standard, le beau. Mais pourquoi convoquer l'ensemble des œuvres orales écrites? Ça également, on le voit souvent à l'examen. Les élèves comme cela, voici en fait, je vais vous dire, j'ai peut-être une expérience de 20 ans dans les corrections de bac. J'ai été convoqué pendant 20 ans donc pour corriger le bac. Je peux vous rassurer, l'une des erreurs monumentale, rocambolesque, tonitruante que les élèves commettent, c'est quoi? Toujours quand on leur donne une dissertation, ils ne regardent pas c'est quoi la thèse, ils ne regardent pas c'est quoi la problématique. De vouloir tout coup commencer par cette définition standard qui n'éclaire qu'assez marginalement le sens profond de la thèse. C'est une erreur monumentale. Ça, c'est un cri du cœur. J'aimerais vous en parler, vous, pour que vous ne commettiez pas ces mêmes erreurs-là. Non, on le voit chaque année, c'est amer, c'est un constat amer. Pourquoi on le fait? Pourquoi? Ça vient d'où? Façon que parfois, c'est les élèves qui aiment un peu la facilité. Oui, oui, j'ai tenu la définition. Bon, on me dit, on me demande de mettre ça dans un cadre général. Donc, le cadre général de tout sujet littéraire, c'est le cadre général de la littérature. Donc, je vais donner la définition générale de la littérature. Non! Parfois, ce n'est pas pertinent. Je dois reconnaître qu'il y a des élèves qui arrivent à le réussir. Mais attention, sont rares. Je ne dis pas qu'en le convoquant, d'office vous faites au sujet. Non. Il faut faire preuve de tact et diligence pour pouvoir effectivement, même si la thèse n'est pas l'esthétique, de commencer par cette définition et de pouvoir réussir votre amorce. C'est très rare. C'est pourquoi maintenant, il ne faut pas jouer le jeu. Maintenant, la littérature, on sait que dans son jaillissement initial, original, sert le beau. Il est là pour le beau. Mais nous savons que la littérature également se sert. La littérature part de lui et revient à lui. Alors, et même à lui, c'est son cœur. La littérature, c'est son cœur. Alors, d'où le caractère lyrique de la littérature, la fonction lyrique. Puisque la fonction lyrique, c'est l'expression du moi personnel, pas du beau, mais du beau, c'est l'esthétique. L'expression du moi, l'exaltation même, on parle de l'exaltation du moi. Le littéraire parle de lui-même. Donc, il n'a pas qu'à servir le beau. Vous avez pris en considération les romans autobiographiques où l'auteur parle de lui-même. Il utilise le jeu, le moi. Donc, la littérature se sert également parfois. D'où la dimension lyrique. Le poète révèle ses propres ressentis dans Deme de Lobo. Victor Hugo parle de qui? De lui-même, puisqu'il parle de sa fille aimée, de sa fille qui est décédée, de sa fille chérie qui est décédée, Léopoldine. Il ne parle ni de la fille de Massamba, ni de la fille de Mademba. Il parle de la fille, de sa propre fille. Donc le discours le concerne. Le discours l'interpelle à premier chef. Même si après il dit insensé qui ne pense que je ne suis pas toi, quand je parle de moi, je parle de vous. Mais il parle de lui d'abord. Même si les autres pourront se voir dans son moi, mais donc la littérature se sert également, au-delà du beau. Mais il n'y a pas que cela, vous le savez. Le littéraire peut prendre, et là on va trouver sa main, la littérature comme étant une arme, une flèche comme ça. Mais pour combattre, il devient un combattant. Pour combattre, il devient un soldat. Il devient un militant. D'où le caractère militant de la littérature. Alors, la littérature sert le beau à travers son langage parce qu'il veut séduire, puis il veut charmer. Mais la littérature parle de lui-même, il parle de ses propres sentiments, de ses ressentis. Mais la littérature prend parfois sa plume pour se battre. Souvenez-vous de George William Du Bois depuis la négro-naissance. Je suis nègre et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Et son homologue Claude Mackay, dans son poème Si nous devons mourir, lance cette fameuse boutade. Si nous devons mourir, mourons de nobles morts, que ne coule en vain notre sang précieux, tandis qu'avale sur nous la meute affamée des chiens. Frère, il est là l'ennemi commun, à ses coups innombrables, rendons un coup mortel. C'est lui-là, il se défend.
Mais regardez bien, c'est le procès Senghor qui vous dit que je me donnerai de mourir pour la querelle de mon peuple, s'il le faut, dans l'odeur de la poudre et du canon. C'est le procès Senghor qui parle ainsi. Léon Gontran, Damas renchérit. Jamais le blanc ne sera nègre, car la beauté est nègre, elle nègre la sagesse. Lui, il défend sa race, il défend sa couleur. Mais Victor, dis-moi, si Aimé Césaire vous dira, ah, j'ai longtemps erré et je reviens vers la idée désertée de vos plaies. Embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent au cachet du désespoir. Gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur, car la vie n'est pas un spectacle. Une mère de douleur n'est pas un procénium. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Alors, pour dire quoi? La littérature sert d'arme, d'instrument, de combat, de libération. Donc, la littérature n'est pas que beau. La littérature est également un moyen de parler de soi, le caractère lyrique. La littérature également peut servir d'arme de combat. Vous le savez? Mais le littéraire également peut même porter le manteau d'un professeur. Il est un informateur. Il peut être comme un journaliste. Il peut être parfois comme un historien. Mais il est également un pédagogue, quelqu'un qui vient pour enseigner des valeurs et des vertus. De ce point de vue, il est dans la didactique, dans l'enseignement. Il est dans la didactique, dans l'enseignement. Donc, les missions de la poésie, du moins du littéraire, sont multiples et variées. J'ai cité effectivement ça, et vous savez qu'il y a au minimum 8 ou 9 fonctions, 8 ou 9 missions du littéraire. Nous allons revenir sur ça. Je sais que vous les avez maîtrisées, mais il faudra fondamentalement connaître le littéraire. Pourquoi? Quelle est la mission du littéraire? Quelles sont les vocations du littéraire? Quelles sont les missions auxquelles il s'est attelé lui-même, qu'on lui a confiées, que le peuple même lui a données? Mais on est allé même jusqu'à dire, et là je vais peut-être m'arrêter un peu ça pour parler de la fonction, et là c'est une fonction. Le littéraire dit que même lui-même, alors c'est un envoyé de Dieu. Il y a un ordre suprasensible qui lui a dicté, qui lui dicte. Donc il est un missionnaire, il dit qu'il est un missionnaire, il dit qu'il est un poète, du moins un prophète, un élu, un envoyé de Dieu, un envoyé, un prophète. Regardez bien, il se même dote d'une mission divine. Et là, les points sont là. Victor Hugo ne vous dit pas dans les rayons et les ombres. Dans la partie, la fonction du poète. Victor Hugo vous dit, Dieu parle à voix basse à son âme. Il parle de qui, du poète? Dieu parle à voix basse à son âme. Donc c'est un missionnaire. Jean-Paul Sartre ne vous a pas dit, quand on n'est pas poète né, on se tait. Donc la poésie est un don en soi. Donc quelqu'un qui est poète, c'est Dieu qui lui a donné ce don. Et en lui donnant ce don, il lui demande maintenant, il lui confie une mission. Dieu ne peut pas vous donner un don gratuitement. Vous avez une mission. Il vous a sélectionné. Il vous a choisi. Vous êtes un choix, comme les prophètes. Vous avez été désigné. Vous êtes un élu. Vous avez une mission. Donc, le poète se considère comme étant un missionnaire. Un demi-urge. Massournia vous dira tout simplement du père Homère au disciple Platon, du spontané André Breton à l'orfèvre Hugo, l'inspiration est un don, une forte tension. Je dis que l'inspiration vient de Dieu. Même quand on le considère dans la mythologie gréco-romaine, les poètes disent que c'est Calliope qui les inspire. Calliope, c'est la fille de Zeus. Zeus, c'est le dieu des dieux dans la mythologie grecque. Et Calliope, c'est la déesse qui inspire tous les poètes. Donc, le littéraire te dit même qu'il a une mission divine. D'où la fonction transcendantale, la fonction métaphysique, la fonction spirituelle, la fonction religieuse de la littérature. Donc, vous êtes convenu avec moi donc, que la littérature a plusieurs vocations, a plusieurs missions. Et par conséquent, chaque mission, un bon candidat doit le connaître. Non seulement pouvoir définir c'est quelle mission, mais pouvoir également trouver les arguments pour défendre cette thèse. Au-delà de ça, donner des exemples illustrations. Voilà un bon candidat en examen. Surtout cette fonction-là,
les fonctions de la littérature. Mais vous devez le connaître, les fonctions du poète, les fonctions de la littérature, les fonctions du roman, les fonctions du théâtre, et même les sous-genres, les fonctions du conte, les fonctions de la comédie, les fonctions de la tragédie, les fonctions même de la tragicomédie, les fonctions des fables, les fonctions de la satire, les fonctions de l'épopée, les fonctions de la nouvelle, les fonctions de tous les genres et de tous les sous-genres littéraires. C'est ça. Ça, c'est le socle, c'est le soubassement. Un élève qui est carrément bien assis sur ces fonctions-là, il est assez outillé pour affronter n'importe quel sujet de dissertation au bac. Ça, c'est moi qui vous le dis. Oui. Maintenant, vous connaissez la définition. Vous connaissez les genres littéraires. Vous connaissez également les courants littéraires. Vous les avez définis, les courants humour littéraires. Vous connaissez également les fonctions de la littérature. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous connaissez l'essentiel qu'il faut pour vous permettre de réussir n'importe quelle épreuve littéraire. Vous êtes assez bien outillé. Et nous allons vérifier ça tout à l'heure pour voir est-ce que maintenant vous êtes outillé. Si vous êtes outillé, on va le voir tout de suite parce qu'il y a 100 questions. Mais je peux vous dire, honnêtement, si vous arrivez juste à répondre à, je dis même pas à toutes les questions, je peux dire 50% des questions, donc les 50 questions, puisque c'est 100 questions. Sachez que vous avez un excellent profil, un excellent jeudi pour réussir n'importe quelle œuvre littéraire, pour quelle épreuve littéraire, n'importe quel sujet de dissertation, n'importe quel sujet de commentaire, n'importe quel sujet de résumé ou discussion au bac. Maintenant, on va essayer de tester cela. J'espère que tout le monde est prêt et que vous avez assez bien révisé. On va y aller pour voir les 100 questions qui nous permettent de revisiter, de visiter tout le programme de terminale. Et le programme de terminale, vous le savez, c'est une synthèse du programme de littérature de la seconde à la terminale. C'est ça, c'est une révision. À part une seule leçon, le surréalisme, je pense que toutes les autres leçons, vous les avez déjà vues dans les classes antérieures, soit en seconde, soit en première, si vous avez terminé le programme, bien sûr. On va y aller pour voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, rapidement, on avait oui, on est dans les 30 minutes d'explication. Maintenant, on a 1h30 maintenant pour répondre aux différentes questions. Les premières questions, c'est sur les fonctions de la littérature. Alors, je vais vous demander, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez donc les questions. On vous laisse le soin de lire les questions et de voir les réponses. Et donc, on va y aller étape par étape. On pose la question. Si vous levez la main, on vous ouvre le micro, on vous interroge, vous allez répondre. Si la réponse n'est pas correcte, on va donner une autre chance à un autre élève de donner la bonne réponse. Et alors, donc, et on continue. Et quand on aura fini, vous pouvez revenir sur des questions que vous ne comprenez pas, sur des détails, et on est prêt à réviser un peu sur ça. Mais voici une bonne façon, une façon simple pour réviser tout le programme et vous pourrez vous mesurer par rapport à ça. Tout ce que je viens d'évoquer ici, donc, en réalité, sont dans le questionnaire. Si vous êtes prêts, on peut y aller. C'est bon? Top, c'est parti. Alors, donc, on va y aller. C'est clair. Mamgol est déjà fin prêt. D'accord. Tchabali, c'est bon? On y va. Première question. Quelle est la fonction principale de la littérature selon l'approche classique? Quelle est la fonction principale de la littérature? Alors, Tchabali. Alors, Tchaba, rapidement. Quelle est la fonction principale de la littérature? Quelle est la fonction principale de la littérature selon l'approche classique? Oui. On peut dire que l'approche classique considère la littérature comme un art noble, Comme un? dont le but est d'instruire et de plaire. Voilà, c'est très bien. Alors, donc, c'était juste, on a vu l'approche classique pour dire maintenant, depuis les origines, depuis effectivement le commencement, effectivement, on l'a expliqué tout à l'heure, que la littérature est née d'abord pour plaire. La littérature est née pour séduire. Le littéraire est un séducteur, c'est un charmeur, c'est un esthète. Donc, l'une des fonctions principales, la première fonction de la littérature, c'est la fonction
esthétique. La fonction esthétique est considérée comme étant la première fonction de la littérature. Et les classiques, quand on parle des classiques, mais on parlait du XVIIe siècle, et dire que le XVIIe siècle, vous voyez, les Molières, les Boileau, les Jean de La Fontaine, les Corneille, les Racine, effectivement, c'est des partisans du beau, puisqu'ils ont mis en place des pièces de théâtre, mais dans des pièces où tout est rimé, tout est calqué sous forme de poésie, et la poésie est l'exaltation du beau idéal par un langage mesuré. Elle doit flatter le cœur. La mission donc est de plaire, d'où le caractère esthétique, et le poète est un esthète, le caractère esthétique de la poésie. L'esthétique, c'est l'une des fonctions, et on le sait tout simplement, c'est l'expression du beau. L'autre dira que la poésie est l'expression du beau par un langage idéal. Du beau idéal par un langage mesuré. La mesure, les sonorités, les rimes, les rythmes, tout ça vise à séduire, à effectivement plaire. Deuxième question rapidement. Alors, citez deux fonctions de la poésie selon Victor Hugo. Deux fonctions de la poésie selon Victor Hugo. Là, on a effectivement parlé d'un courant littéraire et d'un auteur. Effectivement, on va voir Ndeye Khady Ndione. Ndeye Khady. Deux fonctions de la poésie selon Victor Hugo. Oui, La fonction engagée oui, et la fonction lyrique. merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très bien répondu. La première fonction pour lui, c'est la fonction lyrique. Pourquoi la fonction lyrique? Parce que Victor Hugo, d'abord, est un romantique. Victor Hugo est un romantique parce que tout simplement, le romantisme, c'est l'exaltation du moi. Donc, il croit à la fonction lyrique, que la poésie émane du cœur. Comme le disait Alfred de Musset, ah, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie. N'est-ce pas? Ensuite, maintenant, il a le romantisme, comme vous le savez, n'est-ce pas, Ndeye Khady, il y a deux phases. Il y a une première phase qu'on appelle la phase lyrique et il y a également ce qu'on appelle le romantisme social. Et dans le romantisme social, ils ont parlé de que l'homme, le poète également doit prendre en considération les préoccupations de son époque, d'où la fonction militante. Victor Hugo s'est milité même et s'est engagé politiquement. Lui et Alphonse de Lamartine. Ils ont même eu des postes ministériels. Victor Hugo a été nommé l'homme du peuple pour avoir défendu donc des thèses sur l'éducation, etc. Et pour s'être directement affronté contre effectivement, lui, Napoléon Bonaparte. Maintenant, Ndeye Khady, est-ce que tu me montres deux œuvres de Victor Hugo? L'une des œuvres va illustrer le lyrisme, l'autre œuvre va illustrer le militantisme. Deux œuvres. Les Misérables illustrent Les- l'engagement de la poésie. voilà, Les Misérables d'abord, ici, l'engagement, Les Misérables. Et Maintenant, hein, les contemplations pour les le lyrisme. contemplations, effectivement, mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Les Misérables, en prix, ici, il y a les contemplations. Mais est-ce que tu peux me citer une autre œuvre poétique engagée de Victor Hugo? Une La, autre œuvre poétique la, engagée? fon- la fonction du poète. Ah, là, c'est dans les rayons, le roman, les rayons et les ombres. Ça s'appelle les rayons et les ombres. Les Mhm. rayons et les ombres. L'ouvrage s'appelle les rayons et les ombres. Mais il y a une œuvre autre poétique, très, très engagée, totalement engagée. Mais l'œuvre qui s'appelle les rayons et les ombres, effectivement, c'est une œuvre où il parle de la fonction du poète, est une partie, est un chapitre des rayons et les ombres. Mais l'ouvrage en tant que ça s'appelle les rayons et les ombres. Mhm. Mais il y a un autre recueil de poèmes très engagé. Ode et ballade. Hein? Haute et Ode balade, et ballade. oui, oui, mais c'est plus que ça. Il y a une œuvre qu'il a consacrée uniquement à un homme, à lui, Napoléon Bonaparte. Une œuvre totalement, entièrement engagée. Quelqu'un qui le connaît dans le groupe, peut lever la main. Nafi Gueye, si vous le connaissez, quelle est l'œuvre très engagée de Victor Hugo? Nafi? Marem Ka? Les châtiments. Les châtiments, merci beaucoup. Alors, c'est très bien, les châtiments. Les châtiments, regardez, même le titre est révélateur, les châtiments. Châtiment veut dire justement une malédiction divine. Il a châtié donc quelque part, véritablement, lui, Napoléon Bonaparte. Il y a un célèbre poème également là-bas, un poème des châtiments.
Qui le connaît? Qui connaît un célèbre poème des châtiments? Qui connaît ce célèbre poème des châtiments? Cheikh Cham? Ah, Cheikh? Allez-y. Allez, Cheikh. Euh, Ndeye Hadi, vous connaissez donc ce célèbre poème? Ah, Mariam Ka, qui connaît ce célèbre poème? Mariam Ka? Ok. Donc, ce célèbre poème, Oui. cher, allez-y. Oui. Le célèbre poème, c'est Igo. Oh, hein? Napoléon le Petit, je dis. Hein? Waaw, Napoléon le Petit. Mais ça s'appelle également Igo le Grand contre Napoléon le Petit. Igo le Grand contre Napoléon le Petit. C'est vrai. Il y a des gens, effectivement, qui prennent également Napoléon le Petit. Igo le Grand contre Napoléon le Petit. Napoléon le Petit. Et là, c'est une œuvre vraiment engagée. Merci beaucoup. Ça montre que les élèves, vraiment, vous avez effectivement beaucoup de bagages. Hein. Vous êtes déjà assez très bien outillés pour affronter les épreuves. Là, c'est un recueil de poèmes, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous comment c'est intéressant. Comment c'est intéressant? Non seulement vous connaissez les fonctions, mais vous savez également les illustrations les plus pertinentes pour effectivement collaborer. Alors, on va continuer. Comment le roman peut-il être un moyen de critique sociale? Comment le roman peut-il être un moyen de critique sociale? Alors, Mariam Ka, Marianne, Oui, pour allez-y, Marianne. le roman peut être un moyen de critique sociale en Oui. dénonçant l'état de la société Mhm. et, et en dénonçant l'état de la société et à chercher à Oui. équilibrer la société et surtout Uh-huh. dénoncer les vices et tout. Oui. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. L'état de la société, vous avez également les travers de la société, c'est l'état, les travers de la société. Alors, et c'est également, alors, le roman en tant que miroir, miroir de la société. Miroir de la société. Et là, quand on dit miroir, c'est ce qui se révèle dans la société. Mettre en valeur donc tout ce qui se passe dans la société. Et là, quand même, un moins critique, c'est qu'en fait, cette critique également, même vous avez parlé des vices et des défauts, c'est très Oui. bien, d'où la dimension satirique, n'est-ce pas, du Oui, roman. Donc, euh, il y a aussi, quand on parle de miroir, il y a la ouais. citation de Stendhal. Oui, qui dit Le quoi? roman est un miroir qui se Oui, promène le long du chemin. Bon, j'ai oublié un peu. mais c'est très bien. Mais c'est formidable, Marianne. C'est formidable. Tu as compris l'essentiel. Miroir de la société. Sandal l'a dit, le roman est un miroir que l'on promène le long des chemins. Et là, c'est véritablement une citation qui permet. Mais il faut voir que deux courants littéraires, quels sont les deux courants littéraires qui s'illustrent bien dans dans cette, dans cette rubrique-là? C'est Ouais. Deux le courants littéraires du réalisme, 19e siècle. le Voilà. réalisme et le naturalisme. Merci beaucoup. Le réalisme et le naturalisme, c'est très bien. Le réalisme, n'est-ce pas? Le naturalisme. Naturalisme. Alors, tu peux me citer un auteur réaliste et un auteur naturaliste? Pour le réalisme, Mhm. nous avons Honoré de Balzac avec Ah, comme exemple d'œuvre le Père Goriot. oui, Il y a aussi, pour les naturalistes, il y a le chef de file, oui. Émile Zola, avec son œuvre Germinal. Merci beaucoup. Mais c'est très bien. Mais c'est formidable. C'est formidable. Euh, Là, on a Charles Baudelaire, du moins pas Charles Baudelaire, Flaubert d'abord Oui, et oui, oui. Balzac. Juste à Hmm. Flaubert avec Voilà. Madame de Bovary. Madame Bovary, merci Oui, beaucoup. Madame Mais c'est Bovary. très bien. Mais c'est formidable. Merci Marianne, c'est formidable. Vraiment, ça, c'est Merci beaucoup. très rassurant. C'est très rassurant. Je suis vraiment très content, très excité, puisque vraiment, il y a de la matière. J'aime bien quand il y a de la matière et que les élèves réagissent. Mais c'est très bien. Ça veut dire que les professeurs vraiment sont honorables. Ils ont bien travaillé et que les élèves ont bien travaillé et on va avoir de bons résultats. Alors, on va passer Inch'Allah. carrément. Inch'Allah. Alors, quelle est la fonction du théâtre selon Molière?
Ah, là, on est au XVIIe siècle avec Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. Quelle, a- quelle, quelle est la fonction principale du théâtre? Alors, fonction du théâtre. Alors, nous allons voir Cheikh Cham, Khadijatou Diop. Mhm. La façon comique. La La fonction, comédie. la La comédie. comédie. Oui, Oui. oui. Fonction du théâtre, principalement. Oui, pour Molière, il faudra. Quelle est la formule qui illustre cela? La fonction, mais comique, c'est donc on l'appelle la fonction. Alors, la fonction, la fonction ludique. Ludique. Ludique, merci beaucoup. C'est la fonction ludique. Pour lui, il faut châtier les mœurs à travers le rire. Le rire. Donc, le rire. Mais c'est le genre qui s'appelle la comédie. Le genre qu'il utilisait s'appelle la comédie. Bon, mais en réalité, c'est un sous-genre du théâtre. Le sous-genre du théâtre qu'on appelle la comédie, Molière utilisait la comédie. Parce que pour lui, il faut corriger les vices à travers le rire. Il faut corriger les vices à travers le rire. Et là, qui peut me rappeler donc la citation, parfois même euh, la citation de Molière qui parle un peu de cela, du rire, et comment le théâtre également joue ce rôle-là, qui peut nous rappeler cela. Il y a Nafi Gueye, il y a Papou Ndiaye. Parfois même, les gens le connaissent en latin. Hein? Bonjour. Bonjour. Selon Molière, la Oui. question, il Hein? disait castigare, rendendo mores, Oui. châtier Merci les beaucoup. morts en rien. Hein? En rien, châtier les morts en rien. Ouais. Oui. Le rire dans le théâtre. Mais vous l'avez intitulé comment? En latin, ça donne quoi? Castigare, rendendo mores. Cassigarine c'est vrai. D'accord. Donc, il signifie quoi? Châtier les morts à travers le rire. Il faut châtier les mœurs à travers le rire. Et là, ça veut dire donc qu'il faut corriger les vices, les défauts. Et cela, au-delà même de la fonction lyrique, euh, il y a ce qu'on appelle la fonction satirique. Parce qu'en fait, quand on veut dire châtier les mœurs à travers le rire, ça signifie donc que on corrige les vices et les défauts. Et là, on a tendance, quand il s'agit des vices, dénoncer les vices et les défauts, on parle un peu de la fonction lyrique. Parce que tout simplement, c'est satirique. La satire, c'est effectivement se moquer d'une chose, euh, alors, d'une chose en faisant rire. Hein. Donc, cette dimension-là est essentielle en roman. Donc, il a dit également, c'est un drôle de boulot, faire rire les honnêtes gens. Il dit que c'est un drôle de boulot. Là également, c'est Molière qui le dit. Alors, donc, mais les différents personnages des pièces de Molière aiment effectivement révéler ces choses-là. Mais c'est la dimension ludique, distractive, amusante ou parfois satirique quand on fait dénoncer les vices et les défauts des gens. Alors, on va continuer. Oui, Hélène Abdallah Mboup, pourquoi dit-on que la littérature a une fonction esthétique? Alors, elle est partie. Maintenant, cette question-là, pourquoi, Ndeye Khadi, pourquoi dit-on que la littérature a une fonction esthétique? Pourquoi on le dit? Ah, ah. On dit que la littérature a une fonction esthétique parce Oui, que euh, certains écrivains euh, placent la beauté au-dessus de tout. Ils se oui, disent que, euh, que l'œuvre n'a pas à être engagée, n'a pas à, à instruire, il n'a qu'à oui. répéter le beau. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Qui parle là? C'est très bien. Maintenant, oui, la fonction esthétique, l'expression du beau. Il y a des fonctions, il y a des auteurs qui sont catégoriques là-dessus. Non seulement la première définition donne cela, mais quels sont les courants littéraires parfois? Quel est le courant littéraire
j'allais dire, qui, comme tu l'as dit, s'active essentiellement sur le beau. Quel est le courant littéraire du 19e siècle Il y qui a Parnasse. le courant Parnasse? Le courant Parnasse. Tu peux me donner une citation, le Parnasse? Tu peux me donner La une citation de... quel est le chef de file du mouvement Parnasse? Théophile Gautier. Théophile Gautier. Merci beaucoup. Théophile Gautier. Donnez-moi une citation de Théophile Gautier. L'art pour l'art, l'art pour l'art Oui. et L'art pour l'art. Attention, ne confondez pas la boutade ah de oui, Victor Hugo avec la formule de tout Théophile ce, Gautier. et- Théophile et Gautier dit quoi? tout ce qui est utile. Oui, Elle est elle est, oui. Il a dit tout ce qui est utile, elle est, mais encore, il dit, en matière de poésie, ah, dit, dit le, 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 le le, beau le beau, est, est, le et beau, tais-toi, et tais-toi. Il dit, et tais-toi. le beau était toi. Dis le beau et tais-toi. C'est ça Ah, qu'il dit. Dis le beau et tais-toi. dit le beau était toi. Oui, point final. Et il dit également que il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Après, maintenant, il a dit tout ce qui est utile, elle est. Tout ce qui est utile, elle est. Et là, c'est ce que tu dis, tout ce qui est utile, elle est. Tout ce qui est utile, elle est signifie donc quelque part que la littérature ne doit pas servir. Donc, comme tu l'as dit, pour eux, ce sont des partisans du beau. La littérature ne doit pas servir ni à Massamba, ni à Mademba. La littérature, donc, doit se servir à elle-même, surtout la poésie. Donc, la théorie, comme tu l'as dit, de l'art pour l'art. La théorie de l'art pour l'art. C'est la théorie de l'art pour l'art. Mais la théorie de l'art pour l'art, il n'a pas été le premier à le théoriser. Il y a également Victor Cousin qui le dit. Victor Cousin qui dit quoi? Qui peut nous rappeler la boutade de Victor Cousin avant lui. L'art, la théorie de l'art pour l'art. C'est-à-dire que l'art qui doit servir l'art. Et la mission première de l'art, c'est quoi? C'est le beau. Donc, la théorie de l'art pour l'art est une théorie effectivement qui vise l'esthétique. Mais il y a d'autres boutades où il dit l'œuvre sort plus belle. Ndeye, tu peux intervenir si vous voulez. L'œuvre, l'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle. Là, toujours, c'est dans Théophile Gautier qui le dit, dans son ouvrage appelé M et Camé. M et Camé. Et là, c'est un recueil de poèmes où il défend effectivement cette théorie de l'art pour l'art. L'œuvre sort plus belle d'une forme au travail rebelle. Et là, c'est les partisans du beau. Les partisans du beau qui pensent qu'effectivement. Maintenant, tout à l'heure, Papou Ndiaye, tu as voulu effectivement mettre en évidence la réponse de Victor Hugo. N'est-ce pas? Victor Hugo a quand même cadré Qui peut nous rappeler la boutade de Victor Hugo quand il cadrait un peu les Théophile Gautier? N'oubliez pas qu'ils sont contemporains, ils sont tous du 9e siècle. Et ce qui fait la beauté de la littérature, comme la beauté également de la poésie, c'est quoi? Il y a les contradictions. Les contradictions. La thèse, antithèse, d'où maintenant le charme des dissertations. Qui peut nous révéler cela? Ndeye Khadi? Oui. Ou Mara Diak? J'ai un, j'ai un don en ligne, hein, Mara Diak. Oui. On va voir. Ndeye Khadi? Papou Ndiaye, qui peut nous rappeler la boutade de Victor Hugo? Bon, Victor Hugo dit, ah, esprit, soyez utile, servez à quelque chose. Moi, c'est Oui, allez-y, Mara. Victor Hugo a nous dit l'art pour l'art est pour mieux l'art pour le progrès. C'est En plus gros, beau encore, mais c'est très bien, Mara. oui. Mara, vous allez rester avec nous? Ouais. Voilà, Mara, vous êtes de quel côté? L'art pour l'art est beau. Louga, De Louga. oui, Jokul Jori, Jokul oui, est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Moi également, je suis de Louga. Louga, Ouais.
J'habite Louga. Tu connais Mérina Sarr? Hein? Mérina Sarr, tu la connais? Bon, je ne connais pas Médine Sarr, sinon j'habite Louga, quartier montagne, Djémène. Ah, Et je suis d'accord. en Jack. Normalement, on doit être des parents, normalement. Pour le progrès Normalement. et plus beau encore. D'accord. On va après se reprendre pour ça. Alors, maintenant, l'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Il l'a dit dans quel ouvrage? Dans son ouvrage Oh, dans son ouvrage. appelé William Shakespeare. Il a dit, ah, esprit, soyez utile, servez à quelque chose. Ne faites pas les dégoûter quand il s'agit d'être bon et efficace. L'art pour l'art est beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Pour recadrer un peu la théorie, un peu des Parnassiens sur la théorie de l'art pour l'art. Mais avant les Parnassiens, il y avait Victor Cousin qui avait déclaré cette boutade. Il faut de la religion pour la religion, de la morale pour la morale, de l'art pour l'art. Mais parmi les partisans de l'esthétique également, il faut voir qu'il y a les classiques, surtout avec l'œuvre poétique de Boileau, qui effectivement, avec les règles classiques, définissent d'une certaine manière les règles d'écriture, comment écrire une pièce de théâtre. Avec la règle des trois unités, unité de temps, unité de lieu, unité d'action, la bienséance et la vraisemblance. Donc, il y a des règles qui ont été édictées pour quand même mais c'est pour tendre vers cette esthétique, cet idéal du beau. Et là, vraiment, c'est ça. Alors, on va continuer. Euh, Comment la littérature peut-il servir de moyen de résistance? Là, c'est important, se servir de moyens de résistance. Comment la littérature peut-il se servir de moyens de résistance? Alors, allez-y. Allez-y. Oui, Mara, tu es toujours là? Oui. Alors, on va parler de Hélène Abdelamboub. Hélène, allez-y, rapidement. Bon, oui, monsieur. Bonjour, Hélène. Ah, Allez-y. Comment la littérature peut-elle servir de moyen de résistance? La littérature comme moyen de résistance. il permet de lutter contre l'oppression et Lutter contre l'oppression, oui, c'est très bien. Lutter contre l'oppression. de défendre Alors, lutter contre l'oppression des causes. et défendre des causes. Lutter contre l'oppression et défendre des causes. Tu peux me donner un exemple d'auteurs On qui peut, ont lutté contre l'oppression et qui ont défendu des causes? peut utiliser lorsque Hugo défendait le travail des enfants. Défendre des enfants. Ce poème s'appelle comment? Euh, Si je ne me trompe pas, les châtiments. Le poème, le poème. Le poème s'appelle comment? Le poème. Ça, c'est bon, on parle de recueil de poèmes. Et puis, bon, c'est pas dans les châtiments, c'est dans les contemplations. Mais il y a une partie qui est réservée à. Mais le poème s'appelle Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? C'est vrai que c'est un poème très célèbre où il défend le travail des enfants. Oui, Mais la formule, c'est quoi? La formule de départ, c'est quoi? Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Et là, effectivement, il défend ici le travail des enfants. Mais Victor Hugo également, nous avons cité ses ouvrages tout à l'heure. Dans Les Châtiments, par exemple. Dans Les Misérables. Dans Les Misérables. Moins de résistance. Moins de résistance contre quoi? Dans Les Misérables. N'oublie pas que dans Les Misérables, c'est Jean Valjean qui a volé juste un morceau de pain pour nourrir des pauvres qui mouraient de faim, mais il a été condamné. Condamné. Et là, c'est quand même vous dire quand même, il a dénoncé ce qu'on appelle l'oppression des pauvres, parce qu'il y avait une justice à deux vitesses. La justice française du 19e siècle. La justice française du 19e siècle est une justice à deux vitesses. Du 19e siècle. Et là, il a écrit Les Misérables. Les Misérables, c'est nous, hein, c'est les pauvres, c'est les badolas. Quand vous êtes un badola, vous devez voilà, comme on dit, vous n'avez pas. Alors, vous avez tort pour être d'abord badola. Donc, toute infraction que vous allez commettre, aussi minime soit-elle, donc doit mérite condamnation. Mérite condamnation. Et donc, quelque part, justement, ça, c'est défendre une cause. Mais surtout, les poètes de la négritude, n'est-ce pas? Les poètes de la négritude, ils se sont défendus de la négro-naissance à la négritude. D'abord de la négro-naissance avec les George William Du Bois, les Claude McKay, les Langston Hughes, les Kanté Kalang.
et les autres qui ont effectivement négro-renaissance, alors ils ont défendu leur race, la couleur noire. N'oubliez pas ces fameux boutades de George William Du Bois. Je suis nègre et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Il a écrit dans son noir appelé Âme noire. Et là, il y a également les poètes de la négritude comme les Aimé Césaire, les Damas, etc., comme on le dit, négritude, les poètes de la négritude. Et là, c'est vraiment une véritable défense donc des causes nobles. Embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Là, c'est fort. Le poète devient le porte-parole. Il est le défenseur. Il est la voix des sans-voix. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Ça signifie donc, quelque part, c'est un défenseur. Il est un défenseur. Alors, on va continuer. Quelle est la différence entre la fonction didactique et la fonction moralisatrice? Ah, là, il faut voir. Cher Cham, fonction didactique et fonction moralisatrice. Cher. Je pense que la fonction, la fonction Didactique. didactique, Ouais. d'éduquer, voilà, de donner des enseignements, d'enseigner et tout. La fonction moralisatrice, euh, il permet de, elle permet de, comment dirais-je, euh, d'éveiller les consciences et, voilà, et Ouais. dénoncer les vices. Dénoncer les vices. Est-ce il y a l'idée de dénoncer dans la fonction moralisatrice? Alors, tu as bien expliqué, effectivement, la fonction didactique consiste à enseigner des valeurs et des vertus. Là, tu deviens un enseignant. Mais dans l'enseignement, justement, on vous inculque des connaissances, des savoirs. Le poète vous permet donc de découvrir de nouvelles formes de connaissances. Augmenter en tout cas votre culture générale. La plupart des ouvrages nous renseignent sur des choses inconnues que nous ne connaissons pas. Donc, ces ouvrages-là nous informent, nous donnent la bonne information, nous édifient sur des choses, nous font de nouvelles découvertes qui vont éviter de nouvelles connaissances, augmenter notre niveau intellectuel. Là, c'est des renseignements, c'est des enseignements sur le plan, effectivement, des connaissances, sur le plan de renforcement des capacités intellectuelles. Véritablement, il y a beaucoup d'ouvrages qui vous en ça. Mais il y a d'autres ouvrages qui sont de véritables ouvrages où on met en évidence des histoires pour uniquement nous donner des leçons de morale et des leçons de vertu. Nous orienter, nous éduquer. Nous informer, mais nous orienter, nous éduquer. Nous donner des modèles de personnes qui sont à suivre et des modèles de personnes qui sont à bannir dans nos sociétés et ne jamais copier leur façon de faire. Là, il est dans une dimension moralisatrice. C'est vrai que, pour vous donner un exemple, voyez-vous, l'enseignement national et l'éducation nationale, ouais, parfois on dit que le ministre de l'enseignement n'est pas forcément le ministre de l'éducation. D'habitude, on disait enseignement et éducation, le ministre de l'enseignement et de l'éducation. Parce qu'enseigner se limite à vous inculquer des connaissances. Mais vous éduquer, c'est vous orienter, vous redresser, vous donner en tout cas les bonnes conduites et les aptitudes et attitudes surtout d'un bon citoyen. Comme maintenant, au-delà des cours de leçons de mathématiques ou de littérature, il y a également parfois dans les écoles des cours où on dit ça c'est moral, ça c'est des cours de citoyenneté, ça c'est etc. pour vous inculquer les bons comportements à suivre. Donc enseignement et éducation, un peu il faut le différencier. Mais souvent, effectivement, dans nos dissertations, on peut ne pas trop dissocier cela parce que si les deux vont de pair. L'autre disait que l'enseignement ou l'éducation vous permet d'avoir des attitudes, de mesurer le poids de la responsabilité qui pèse sur tes épaules. Quand tu es édifié, tu es conscient. Tu es conscient de ton rôle, de ta mission, et là, tu te comportes bien. C'est comme on disait parfois, quand on ouvre une école, on doit former 10 prisons. Ce n'est pas uniquement dans les connaissances, mais dans les comportements. Et dans les comportements, effectivement, tu pourras véritablement voir. Alors, on va continuer. Citer un auteur qui utilise la littérature pour dénoncer le colonialisme. Rapidement, Seynabou Diaw. Seynabou. Rapidement. Bonjour, monsieur. Bonjour, Seynabou.
Ici, on peut prendre Sembène Ousmane de son œuvre Bout de bois de Dieu. Sembène Ousmane, les bouts de bois de Dieu. Il dénonce la colonisation. Sous quels aspects? Sous quel aspect? Il utilise la littérature pour dénoncer l'oppression coloniale et l'injustice sociale. L'injustice sociale, l'oppression coloniale. Oui, c'est bien. Il, C'est juste. Oui, allez-y. il raconte la grève des cheminots africains Voilà. contre l'administration coloniale Merci beaucoup, surtout. Merci. Et l'exploitation des porteurs, comme l'avait fait effectivement Germinal, Émile Zola dans son nouveau appelé Germinal. C'est très bien, c'est très bien. Moi, on peut en donner beaucoup. Hein. Dénoncer le colonialisme, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on prenait les poètes de la négritude, les Damas, les Léopold Sédar Senghor, les Senghor, on aura autant d'ouvrages qui nous permettraient effectivement, sans difficulté, de dénoncer. On va poursuivre, n'est-ce pas? Maïmouna Dramé, vous allez répondre à la question 9. Pourquoi la poésie engagée a-t-elle une fonction politique? Pourquoi la poésie engagée a-t-elle une fonction politique? Excusez-moi, hein, il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main. Je suis obligé de sélectionner par-ci, par-là. Vous êtes nombreux à lever la main. Ça signifie, ça c'est un très bon signe. Ça signifie que tout le monde peut répondre à toutes les questions. Vraiment, ça nous met vraiment très à l'aise. Oui, Maïmouna, Marietou Dramé. Pourquoi la poésie engagée a-t-elle une fonction politique? Monsieur, Oui, bonjour. bonjour. Euh, la poésie a une fonction engagée. La poésie, La poésie a une fonction engagée oui, dès oui. l'instant. La poésie Oui, la engagée poésie a-t-elle une a une fonction? fonction engagée. Oui, la poésie engagée dans sa A-t-elle une dimension politique. fonction politique? Oui, voilà, merci. Tu as compris la question. Allez-y. Ok. Euh, la poésie engagée a une Oui, fonction politique dès lors que oui, le poète n'est pas oui, juste un membre de la société, mais un homme ou un oui, cadre politique qui merci. utilise la poésie pour dénoncer les maux de la société et porter la voix des sans-voix à travers son leadership et le fait qu'il est un représentant politique dans la société. Mais c'était très bien. Mariette, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. Vraiment. Je sais que vous pouvez donner également des modèles, des exemples de poètes engagés ou des, oui, qui ont eu quand même des fonctions politiques. Vous pouvez donner Oui, on a l'exemple de notre pays même, notre premier ouais, président, Léopold Sédar Senghor, président Léopold Sédar Senghor. oui, Mais c'est très qui est bien. un Mais poète, c'est, qui était aussi ouais. un homme engagé dans la société. Mais c'est très bien. Nous avons aussi, quelqu'un l'a dit sur les messages, effectivement, Victor Hugo, qui a dénoncé, mais qui a eu également des fonctions de ministre. Nous avons également Lamartine, qui a été très engagé et qui a eu également des fonctions ministérielles. Donc, des gens, quand même, des poètes qui ont été de véritables hommes politiques, n'est-ce pas? Nous savons qu'également les Césaires, les Damas, effectivement, dans leur pays respectifs, ils ont quand même eu à gérer, donc à s'intéresser aux affaires politiques. Maintenant, une question. Là, quelqu'un qui trouve, je lui donne 5 000 francs. Une question. Une question. Ça, je dis que je vais poser la question et je les ai. Alors, je vais maintenant. Il y a un auteur qui a dit qu'il n'est pas intéressé par la politique. Voilà. Vous me donnez c'est qui, quel auteur et vous donnez sa citation. C'est 5 000 francs. Alors, les élèves du lycée Maïsal, Amadan Soro, vous ne faites pas partie de ça. Les élèves de Matan Soro sont exclus. Les élèves de Berkeley sont exclus. Les élèves également de peut-être de institution Al-Irshad, vous êtes exclus. Vous n'êtes pas, vous ne faites pas. Mais quelqu'un qui me dit quel est l'auteur qui a dit que lui, la politique ne l'intéresse pas, et pourtant c'est un poète, et qui a défendu sa thèse, effectivement, quelqu'un qui le trouve, je lui envoie par Wave ou par Orange Money 5 000 francs. Alors, on va continuer. Après, on va revenir à la fin pour quand même voir si vous allez trouver donc la réponse. Alors, si vous pouvez, vous avez la réponse, vous pouvez l'écrire. Vous pouvez l'écrire, Eva, on va voir. Oui, Papoun Ndiaye? Monsieur, excusez-moi, je n'avais pas entendu ce que vous étiez en train de dire. De dire, voilà, je vais Ouais, répéter ça. et les 5 000, ça m'a un peu secoué, donc je me suis dit. D'accord. Ce sont les 5 000. D'accord, Papou, je vais revenir un peu sur ça. Ouais. Votre vrai nom, c'est Papou Ndiaye, non? Non, c'est Fatou, c'est que juste j'avais
Quand Ah j'étais oui, il petite. y avait là, d'accord, ouais, j'ai vu, c'est Fatou Ndiaye. D'accord, c'est bon. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais répéter la question et vous aurez le temps de répondre, n'est-ce pas? Alors, on va voir les réponses, qu'est-ce que ça va donner, etc. Alors, donc, pourquoi la poésie engagée est-elle donc a-t-elle une fonction politique? C'est déjà bien répondu. Comment le théâtre peut-il être un miroir de la société? Comment le théâtre peut-il être un miroir de la société? Là également, c'est une question de théâtre comme miroir. D'habitude, on disait le roman comme miroir, mais le théâtre comme miroir de la société. Oui, Chaba Li, Chaba, Chaba Li, allez-y. Chaba Li, Oui, monsieur. oui, Monsieur. allez-y. Je suis en S2, j'ai pas fait la théâtre. Mais Ok, d'accord. Donc, Mariette Dramé, voilà. peut-être vous avez compris la question. Comment le théâtre peut-il être un miroir de la société? Le théâtre est considéré comme miroir de la société dès l'instant où le dramaturge Mhm. écrit ses œuvres en s'inspirant de la société Oui, pour éveiller les consciences, mais ok, aussi oui, permettre aux membres de la société de prendre conscience des problèmes de leur vie quotidienne. ok, d'accord. Mais c'est très bien. Donc, vous voyez que donc c'est pas que le roman qui est le miroir de la société. Le théâtre également, effectivement, représente des faits qui se passent dans la vie de tous les jours. Et parfois même essaye de montrer les modèles à suivre dans la société. Donc, quelque part, la plupart des pièces de théâtre qui, naturellement, sont inscrits sont inscrits dans un registre de style direct, où le téléspectateur même peut interagir directement avec les acteurs. La mission, c'est quoi? C'est de représenter les mêmes faits, les mêmes événements parfois qui se passent dans la vie de tous les jours. Et là, il devient le miroir de la société. Et parce que les thèmes qui sont abordés, on peut donner beaucoup de pièces de théâtre, d'exemples de pièces de théâtre qui illustrent également à bien des égards ces genres de pièces. Alors, l'autre question, quelle est la fonction cathartique de la littérature? À quoi consiste la fonction cathartique de la littérature? Et quel est le genre, effectivement, par excellence, qui s'accèle dans cette rubrique? La fonction cathartique, oui. Papou Fatou Ndiaye ou bien Nafi Gaye, la fonction cathartique, à quoi ça consiste? Euh, la fonction cathartique, Mhm. disons, c'est par exemple quand on lit quelque chose ou qu'on voit quelque chose et qu'on ressente ses émotions. Oui, la notion de ressentir les émotions. Oui, de ressentir Ah, les émotions. Et le voilà, genre littéraire qui fait plus ça, c'est le théâtre. voilà. La fonction cathartique, donc, c'est l'art de réveiller de vives sensations. Ouais, Et quels sont ces sentiments souvent communs? C'est les sentiments pitié, de peur, de pitié, oui. de, Ensuite, il y a des sentiments aussi de, de frustration. de crainte, Ouais. oui, de crainte, de peur, de pitié. Bon, de tristesse, Même d'amour aussi, parce qu'on peut aimer la personne qui joue oui, ou bien on peut la détester aussi. oui. Donc, effectivement, d'admiration. Ouais. D'admiration ou de haine, etc. En tout cas, mais ça consiste à faire quoi? On parle de la fonction passive, ça veut dire que purification, on parle de purification de l'âme. Mhm. Purification de l'âme. La purgation des mœurs. La purification de l'âme. Vous savez pourquoi? Parce que, imaginez, vous voyez, il y a une pièce de théâtre qui vraiment, bon, ça c'est un téléfilm. C'est différent des pièces de théâtre. Alors, attention, il ne faut pas confondre théâtre et téléfilm. S'il vous plaît, chers candidats abonnés de Takana Academy, ne faites jamais l'erreur d'illustrer vos propos par des téléfilms, les séries là. Ce ne sont pas des théâtres. Ce n'est pas du théâtre. Ça, c'est des téléfilms. Ça n'a rien à voir avec nous, ce qu'on vous apprend en littérature. Alors, le théâtre, ça se joue sur scène et c'est en direct devant un public. C'est ça le théâtre, sur scène. Là, c'est des téléfilms. C'est des films ou des téléfilms. Donc, il ne faut pas confondre. Il ne faut jamais prendre des exemples tirés dans les séries télévisées sénégalaises. Il ne faut pas le faire. Ça ne, c'est sanctionné même très négativement au bac. Parce que le professeur saura que, va se rendre compte que l'élève est en train de saboter.
Nous, on lui a appris un genre majeur de la littérature. Il nous parle, lui, de téléfilm. Même si on l'appelle théâtre, ce n'est pas du théâtre, nous, au sens que nous comprenons dans le domaine de la littérature. N'est-ce pas? Donc, ils peuvent se ressembler d'une certaine manière, mais ce n'est pas la même chose. Il ne faut jamais commettre l'erreur donc de penser cela. Alors, la catharsis, c'est la purgation des mœurs, qu'on appelle la purification de l'âme. Souvent, l'homme ne se concentre que dans la contrainte. L'exemple, c'est quoi? Parfois, quand on vous montre la mort, quand on vous montre quelqu'un qui est triste, quelqu'un, etc., ça peut vous inspirer, ça peut transférer les mêmes sensations chez vous. Et vous allez ressentir de vifs sentiments, de vives sensations qui vont vous maintenant changer après votre caractère, votre façon de faire et de voir les choses. N'est-ce pas? Imaginez qu'on montre quelqu'un bon, on peut prendre le site de Corneille. Le site de Corneille. Ouais, c'est les gens, deux personnes qui s'aiment, Chimène et Roderick, mais quand il a l'honneur devant eux, n'est-ce pas? Le Roderick a tué le père de Chimène. Chimène aurait pu lui dire que moi, je ne vais plus t'épouser. Mais il lui a dit, non, je ne te blâme pas, mais moi également, j'ai un devoir. Tu t'es en te vengeant, monte digne de moi. Je me dois par ta mort, monte digne de toi. Et là, c'est des gens, devant l'amour, qui ont choisi l'honneur et la dignité. Et là, ces sensations-là pourraient quand même vous permettre même de changer oui, l'amour à quel niveau? Mais devant votre dignité, devant votre honneur, devant votre devoir, à quoi ça pourrait représenter? Donc, ces choses-là, on peut donner autant d'exemples pour parler un peu de la catharsis et ses propres au théâtre. Merci, vous l'avez bien expliqué. Alors, nous allons passer à la question 11. Quelle est la fonction, de moins la question 12? Citez un roman qui illustre la fonction psychologique de la littérature. La fonction psychologique. D'abord, c'est souvent on le retrouve dans quel courant littéraire, et donner un exemple de roman qui évoque un peu la dimension psychologique. La psychologie, la dimension, la fonction psychologique. Ou quand même on pénètre dans la conscience ou dans le subconscient du personnage et essayer un peu de voir. Alors, Nafi ou Khadija Ndiaye? Oui, on peut varier. Nafi a déjà répondu. Khadija Ndiaye, Seynabou Diaw aussi, si vous avez la réponse. Alors, Monsieur, allez-y. Oui, allez-y. on peut prendre l'étranger d'Albert Camus. L'étranger d'Albert Camus, comment, en quoi il y a Ou, une dimension psychologique ou la peste d'Albert. Ou la ouais, peste aussi. de Marcel. Oui. Voilà, la personne de Marcel, oui. En quoi il y a une dimension psychologique? Seynabou? Oui, Ndeye tu peux compléter? Ndeye Oui. oui. On peut prendre l'exemple de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Oui, l'exemple de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette au XVIIe siècle. Oui, et en quoi la dimension psychologique est importante là-bas? Parce que le roman se concentre sur le sentiment et les motivations des personnages. Mais c'est très bien. Donc, Madame de Lafayette a véritablement, oui, mis en évidence cette dimension psychologique. Alors, donc, quelque part, c'est pas également exclu comme il a dit dans la psychologie, mais il faut voir que c'est vrai que c'est un classique, mais surtout, ce sont les réalistes et les naturalistes qui se sont beaucoup plus illustrés dans cette fonction-là psychologique. Pourquoi? Parce que leurs personnages, ils mettent en évidence même leur caractère psychologique. Ils ne laissent pas. Et parfois même, justifient la réaction ou les actions de leur personnage à travers donc leur état psychologique. Et là, vous voyez, c'est qu'en fait, c'était la mission de ces deux partisans donc d'idéologie qui sont presque similaires, les réalistes et les naturalistes. C'est pourquoi maintenant, si vous prenez tous les ouvrages de Flaubert, il y a ces dimensions. Mais également, les Stendhal dans ses romans comme dans ses nouvelles, il y a cette dimension. Mais aussi Émile Zola, qui met en évidence un peu ce côté-là. Mais comme vous l'avez dit également, l'exemple de la princesse de Lafayette, Madame de Lafayette, de la princesse de Clèves, également un état édifiant. Tout à l'heure, il a cité également Albert Camus, oui, avec l'état de Meursault. Alors, on voit que cette pièce également dénote une dimension un peu psychologique, puisque si on met en évidence la psychologie de Meursault, ça veut dire que lui, il a une croyance, il a une philosophie. Et là, lui, il pense qu'effectivement, il ne va pas jouer le jeu du conformisme social. Il ne va pas également jouer le jeu du conformisme social. Tout le monde le fait, je le fais.
Il a même refusé donc devant le meunier, voilà, de demander pardon parce qu'il pense qu'il n'a rien fait. Et donc là, on mesure son état psychologique et comment il a réussi un peu à le gérer. Donc, quelque part, brutalement, euh, on a cette partie-là. Maintenant, question 13. Pourquoi dit-on que la littérature a une fonction de divertissement? Quelle est la dimension divertissante, la dimension ludique, j'allais dire la dimension, quelque part même, on le dit, la dimension euh, amusante de la littérature du manière générale. Nafi, oui, ou bien Hélène Aïdarambo, Abdarambo, Nafi, les Hadi, vous êtes toujours présente, allez-y. Monsieur, Allez-y, Hélène. La fonction psychologique, la fonction donc de divertissement. oui, À quoi cela consiste? Et parce que comment l'homme, le littéraire... Ouais. parce que Mhm. l'homme utilise la littérature comme un moyen d'épanouissement. Oui, un moyen d'épanouissement. Là, c'est important. Un moyen d'épanouissement ou bien euh, la littérature devient un loisir. Permet de s'évader du quotidien à travers des histoires captivantes Moyen d'épanouissement, moyen d'évasion. Oui, effectivement. D'épanouissement, d'évasion, d'amusement et de et de s'évader, évasion, d'évasion. Oui, j'ai parlé d'évasion, d'amusement et de distraction. de distraction. Distraction. Voilà. Là également, c'est carrément bon. Un ouvrage littéraire, souvent quand les gens disent que mon loisir, c'est la lecture, ils parlent de la lecture de romans. Et les romans, parfois, sont, c'est en tout cas le genre par excellence qui illustre le mieux dans le domaine de la distraction. Même si on prend également le théâtre avec son sous-genre, la comédie, qui peut être un véritable moyen de distraction. Puisque le début de toute forme de distraction, souvent, c'est le rire, le fait d'amuser le lecteur. Voilà, qu'il arrive à rire. Donc, c'est seulement, je pense que c'est cela. Oui, Mariette, vous avez quelque chose à dire, Mariette Dramé? Ou bien vous allez répondre à la question, comment la poésie lyrique exprime-t-elle les émotions? Comment la poésie lyrique exprime-t-elle les émotions? La poésie lyrique et les émotions. Comment le poète arrive à partager ses ressentis? Attendez, reprenez la Alors, la question, c'est quoi? Comment la poésie lyrique exprime-t-elle les émotions? question numéro Cela signifie donc comment le poète arrive-t-il à partager ses ressentis avec les lecteurs? La poésie lyrique par rapport à, oui, sa dimension. Mara ou bien Mariétou Dramé ou Ndeye Khady Ndione ou Hélène? Alors, répondez directement. Oui. Euh, la dimension lyrique de la poésie. La fonction lyrique, allez-y. Mariétou, tu reviens ou bien Nafi Gueye? Fonction lyrique. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Après cette réponse, je voulais aussi répondre. Moi aussi, Allez-y. nga joxe woon sànq mais man lycée Malick Sall laay jàngee de. Lycée Marie Sall ngay jàngee bu Louga. waaw Kuy sa waaw bu prof? Kuy sa prof? monsieur Thiam français monsieur Ah Thiam oui. Pape Thiam. Oui. Cham, excellent Cham, oui. Mm. C'est un excellent professeur de français. Cham, véritablement. D'accord. Moi, j'ai enseigné là-bas, mais c'est entre 2008 et 2012, je crois bien, avant de venir au lycée Kennedy. Voilà. Donc, alors, allez-y, allez-y, Nafi. Le poète lyrique parle en son nom avec le pronom je Voilà. D'abord, l'utilisation du jeu. du je. C'est ça. Il exprime L'utilisation. ses émotions intimes, comme exemple l'amour, la solitude, la joie, Voilà, la expression des souffrance, émotions intimes. etc. Expression donc des Des émotions émotions. intimes. Voilà, c'est bon. Ensuite, les émotions intimes au programme, c'est l'amour, la tristesse, la nostalgie. Alors, l'amour, n'est-ce pas? L'amour peut être, bon, ça peut être le chagrin, ça peut être la joie, etc. Mais Mhm. l'amour, disons, le chagrin, on peut parler de ça, sa tristesse, tout ça, c'est des sentiments personnels, n'est-ce pas? Oui, La tristesse, la solitude, n'est-ce pas? On a beaucoup de poètes qui ont chanté la solitude. Alors, ensuite, il y a la nostalgie. la nostalgie. La nostalgie, souvenez-vous, avec
Les poètes comme Les Regrets de Dubélé, qui est nostalgique de sa France natale. Et donc, la nostalgie, etc. Ouais. Donc, l'expression des émotions, c'est ça. Mais effectivement, euh, l'évocation, il faut le dire, dans le lyrisme, il y a également une dimension importante, c'est quoi? La perte d'un être cher. Le fait de parler donc de quelqu'un qui est disparu, la perte d'un être cher, d'un être qui vous est cher. Bon, Victor Hugo a perdu Léopoldine, mais Léopold Sédar Senghor également a perdu Philippe Maguilène Senghor, son Oui, fils, n'est-ce pas? Mais de la même manière que Lamartine a perdu sa bien-aimée Elvire, élevé. Dans les... Elvire, n'est-ce pas? Voilà. Mais aussi, Musset a été trahi par George Sand, n'est-ce pas? Donc, tous ces perdre un être cher est une thématique majeure donc, dans le lyrisme. Il y a également l'évocation de la fuite du temps. Là également, c'est le lyrisme, hein, parce qu'au sens romantique Mhm. du terme, l'évocation de la fuite du temps, parce que le temps qui file est un ennemi de l'homme. L'évocation de la fuite du temps. La fuite du temps, le temps qui file. Si vous allez dans le soleil couchant de Victor Hugo, le soleil s'est couché, ou soit dans les nuées, demi viendra l'orage et le temps et la nuit, plus l'aube et ses clartés de vapeurs obstruées, plus le jour, plus la nuit, pas du temps qui s'enfuit. Le temps est l'ennemi de l'homme. Lamartine l'a dit, ô temps, suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Vous dites que donc pour lui, le temps est l'ennemi de l'homme. Le temps est la source de dégradation de toute production humaine. J'ai l'habitude de dire aux élèves que qui fi moom ku fi yàgg da nga mag da nga màgg da nga màggat da nga même xubbidaas wala da nga nëb wala da nga xeeñ wala da nga voilà donc quelque part yàgg bawul dara comme on dit. Et là donc le temps est l'ennemi de l'homme, mais aussi l'évocation de l'exaltation de la beauté de la nature. Les poètes effectivement qui exaltent la beauté de la nature, n'est-ce pas? Alors sont effectivement immensément lyriques de la nature. Là également, c'est une thématique forte aux romantiques. Les romantiques, effectivement, ont évoqué cela. Mais l'évocation également de la vulnérabilité de l'homme. Les poètes disent que l'homme est vulnérable. Dans, par exemple, Soleil couchant, à la fin, Victor Hugo nous dit mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête, je passe. Et refroidi sous ce soleil joyeux, je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien manque au monde imaginaire. Il exalte la beauté de la nature. Il dit que le bois toujours vert est si rajeunissant. Les bois toujours verts sont rajeunissants. Il dit que la nature peut rajeunir. Mais l'homme, également, naît, grandit, vieillit et meurt. Donc, l'évocation de l'homme est vulnérable. La vulnérabilité de l'homme. Le sort de l'homme qui est vraiment triste. N'est-ce pas? Cette évocation-là également est là. Euh, avec même les symbolistes de la vulnérabilité de l'homme, même avec les symbolistes. Vous voyez donc que Mallarmé vous dit la chair est triste. Hélas, j'ai lu tous les livres. La chair est triste. Hélas, j'ai lu tous les livres. Fuir là-bas, fuir. Je sens que les oiseaux sont timides. Des femmes les comme. Donc, le thème lié au lyrisme, l'exaltation du lyrisme à travers les émotions, à travers les sensations, sont multivariées. Je dis souvent, c'est la seule fonction de la poésie où l'élève pourrait faire minimum 50 paragraphes. 50 paragraphes. Parce que parler du lyrisme, c'est vaste. Le lyrisme, n'est pas aussi simpliste que parfois le prétendent certains candidats. Le lyrisme est énorme et élastique. Le lyrisme est trop vaste. Tout cela, on peut évoquer. Rien que les sentiments. Évoquer chaque sentiment. Il y a combien de sentiments? Tristesse, joie, peine, peur, crainte. Toutes les formes de sentiments sont lyriques. Et on peut éclater également avec tout simplement tout ce que les romantiques ont révélé concernant, ont donné en tout cas la dimension lyrique d'autres vocations plutôt que la vocation limitée uniquement à l'amour. Il y a des élèves candidats à l'examen qui pensent que quand on ne parle pas d'amour, on n'est pas dans le lyrisme. Quand on ne parle pas de tristesse, parce qu'effectivement, il y a le poème, c'est le poème de Musset qui s'appelle Tristesse. Bon. Mais
Et de la même manière qu'il y a tristesse, il y a le lac de la martyre. Le lac, c'est quoi? C'est un élément de la nature. N'est-ce pas? Victor Hugo ne vous dit pas dans Demi de l'Aube, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Ça, c'est des éléments de la nature. Parce que les poètes romantiques exaltent la nature et cette dimension est lyrique. Donc, pas trop, puis pour quand même permettre un peu d'avoir une vision beaucoup plus large. On va continuer rapidement. Citer une pièce de théâtre qui a une fonction éducative. J'allais même poser la question autrement. Allez-y. Seyna Boudiaw ou Marianka. Monsieur, ici, on peut prendre le malade imaginaire de Molière. Oui, c'est pertinent. Mais quelle est la dimension didactique? Quelle est la dimension didactique? Et juste le public en critiquant l'œuvre de la médecine Oui. de son époque. Voilà des critiques. Moi, je parle de la dimension éducative. Quelle est la leçon de morale? Quand on parle de la dimension didactique éducative, c'est quoi? Il y a une leçon de morale, une leçon de vertu. Qu'est-ce qui nous apprend comme moralité, comme leçon? À quoi cela nous éduque? Seyna Boudiaw, Se méfier des faux médecins. des formules, vous dites? Je n'ai pas bien entendu, je n'ai pas bien compris. Mariette Fall, Monsieur, oui, se méfier des faux médecins de la médecine excessive. ouais. Des faux médecins. C'est ça Oui, la leçon de morale. Se oui, méfier, hein? oui. Oui, ça peut être une dimension, mais par rapport au héros lui-même de cet ouvrage, quelle est la leçon à bas? Parce que regarde, vous avez parlé de malade imaginaire. Marietou ou bien Nafi, vous, comme c'est nous, vous pouvez intervenir. Hein? Bonsoir. Oui, Marietou. On peut prendre l'os de mort là. Leçon de morale, oui. Quelle est la leçon de morale? Bien qu'elle soit présentée comme un conte, elle est souvent jouée sur une scène et sert à transmettre des valeurs culturelles et morales, notamment l'importance de la solidarité et du partage. Merci beaucoup. Au moins, ça, c'est clair. C'est vrai qu'il faut voir que la leçon morale existe. Oui. Existe. Le leçon morale existe sous une forme de pièce de théâtre comme sous forme de conte. Là également, les élèves, vous devez faire très attention. On voit cette confusion au bac. Certains élèves ne font pas trop attention parce que l'os de morale peut avoir une dimension, effectivement, d'ouvrage de pièce de théâtre parce que ça a été conçu comme le théâtre. Il y a également la dimension, la version l'os de morale comme étant un conte. Un conte. Et là, quand vous citez le conte, vous devez mettre entre guillemets l'os de morale en tant que conte dans les contes d'amour de combat, c'est entre guillemets. Mais quand vous citez l'os de morale en tant que pièce de théâtre, vous devez effectivement mettre un tiret pour quand même se le souligner, comme on fait souvent pour les pièces de théâtre. D'accord, c'est très bien. On va continuer. Quelle est la fonction testimoniale de la littérature? Alors là, euh, je dois préciser à ce niveau, quelqu'un qui a compris le terme testimonial, qui a compris le terme testimonial, qui va répondre. Mhm. Allez-y. Mariette, qui va répondre. Seyna Boudiaw. Le mot testimonial vient de quel? Le verbe, le terme testimonial. L'adjectif vient de quel mot? Qui comprend? Seyna Boudiaw. Alors, Marietou, Mariamaka, testimonial, vous ne savez pas. Alors, le mot testimonial, ça vient du mot témoignage. Oui, allez-y. Je pensais à Monsieur, Testimonial par rapport au témoignage. au témoignage. Alors, c'est ça. témoignage. Alors, allez-y. Marianka, allez-y. Oui, Donc, oui, je pensais au témoignage, le fait voilà. de raconter une expérience. Merci beaucoup. C'est ça. Faire un témoignage, effectivement, raconter. Voilà. Alors, rapidement, quelle est la fonction de la littérature? Donc, le fait de faire un témoignage. Monsieur, Oui, donc, allez-y. on peut dire que c'est semblable à la fonction autobiographique. Merci beaucoup. Mais c'est souvent dans les textes où on fait des éloges. On chante les louanges, on fait des éloges. Donc, dans lequel une personne exprime son appréciation, sa satisfaction ou sa reconnaissance à l'égard d'une autre personne.
d'un produit ou d'un service, n'est-ce pas? Alors, donc, dans le domaine de la littérature, à quoi cela peut ressembler? Allez-y. J'ai pas compris la question. C'est-à-dire qu'en fait, on a défini le mot généralement. Maintenant, dans le domaine de la littérature, en quoi cela peut ressembler? Quelqu'un a dit tout à l'heure, alors, que ça ressemble un peu à l'autobiographie, etc. Oui, Oui, c'est mais moi. testimonial, faire un témoignage sur quelqu'un. Ça va Mhm. être un vivant témoignage, ça va être un témoignage de quelqu'un qui est décédé. Mais Mhm. cette fonction-là également, Euh, ah, oui, monsieur, j'ai pas compris la question. alors, la Mhm. fonction testimoniale, c'est quand il y a, c'est lié, le mot testimonial égale témoignage. Et il y a des Mhm. ouvrages où on fait preuve de témoignage. Faire preuve de témoignage, c'est parler donc d'une personne en faisant souvent son éloge, n'est-ce Mhm. pas? En chantant ses louanges, en montrant ses valeurs, etc. Donc, certains ouvrages ont une dimension testimoniale dans le domaine de la littérature. Je vous dis maintenant comment on peut comprendre davantage cela et quels sont les exemples que vous pouvez donner par rapport à ça, la fonction testimoniale de la littérature. Testimonial, donc, ici, Oui, ça- on peut dire que cette fonction oui. allie la fonction historique et la fonction Voilà, merci beaucoup. autobiographique. Parce que, par exemple, Merci. si on Voilà. euh, Ah, l'exil allez-y, allez-y. Oui. l'exil d'Alburi de Cheikh Aliou Ndao, Voilà. là-bas, Oui, là-bas, il y a Cheikh Aliou Ndao. Il oui, parle Jolof, oui. Alioune Ndiaye, mais aussi Mhm. il fait ses éloges en tant qu'un roi qui est courageux, qui a Oui. préféré Mhm. s'exiler au lieu de Mhm. se soumettre aux Blancs. OK. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais il faut ajouter également une épopée. Par exemple, quand on parle d'épopée, tu prenais donc le Djibril Tamsignan, Oui, oui, avec Soundiata Keita. Sundiata Keita, donc je suis griot, c'est moi Djili Mamadou Kouyaté, Et il fils y a de aussi Bintou Kouyaté. Oui, allez-y. L'air en flamme. Oui, une pièce de théâtre, oui, qui a Salut. un peu une dimension historique et parfois élogieuse. On met fait témoignage d'un fait qui a existé, donc c'est l'histoire, mais aussi c'est une occasion pour chanter donc la bravoure de la femme. Donc vous avez compris, Marianne, c'est très bien. Alors, on va un peu voir comment le roman policier remplit-il une fonction intellectuelle. Comment le roman policier. Donc, c'est comprendre comment le roman policier est constitué. Roman policier et fonction intellectuelle. Voilà. Allez-y. Allez-y. Alors, on va essayer un peu de varier. Il y a Alimatou Gueye. Alimatou. Alimatou, allez-y. Alimatou. OK. Donc, allez-y, Alimatou. Bonsoir, Alimatou. Bonsoir, Comment tu vas? je vais très bien. Merci beaucoup. Alors, quand on parle Oui, du roman policier et de la fonction intellectuelle, oui. on fait allusion à quoi? Mhm. À une fonction des mœurs. Une fonction des mœurs, oui. À quoi consiste véritablement le roman policier? Seynabou Diaw? Euh, en illustrant Oui. la réflexion, la logique et l'observation. Il y a cette dimension-là. Mais quand on parle de roman policier, on fait allusion à quoi? Véritablement, le roman policier. Quelle est la dimension qui apparaît nettement quand on parle de roman policier? Et là, ça permettrait donc de mieux comprendre en quoi cela a une fonction intellectuelle. Dans le cas d'un roman policier, que fait parfois l'auteur, le romancier? Elle propose souvent des situations complexes Oui, il y a les ou situations des points de complexes. vue, Oui, ou des points de vue différents qui poussent à la réflexion. oui. Mais il y a une dimension également. Dans le cadre d'un roman policier, on mène des enquêtes, mener des enquêtes, n'est-ce pas? Pour Oui. trouver le coupable, pour trouver, etc. Mais là, c'est une dimension, effectivement, qui inspire à la réflexion. On fait des recherches, n'est-ce pas? On fait des fouilles, n'est-ce pas? On mène des enquêtes. Et c'est ça la dimension un peu intellectuelle. On fait en tout cas réfléchir, on fait nourrir donc notre côté intellectuel. Parce qu'on va donc vers la recherche de preuves, n'est-ce pas? La recherche parfois même de solutions, n'est-ce pas? Tout ça renvoie à cette dimension-là.
Et donc, le roman peut nous inviter à réfléchir, à mieux comprendre. Il y a des gens qui sont... Moi, j'ai beaucoup de respect pour mes amis qui sont fans, en fait, qui sont même très passionnés de romans policiers ou même de films policiers. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude de voir comment l'inspecteur procède pour trouver donc, le coupable, etc. Par moment, quand on regarde cela, parfois même, on voit que celui qui est considéré comme étant le suspect, ce n'est pas le véritable coupable. C'est celui qui paraît être innocent, qui donne toute l'impression. Mais là, le fait de nous habituer à ces genres de situations-là développe en quelque sorte notre côté intellectuel. Et cela, effectivement, est assez révélateur. Pour vous montrer quoi? Moi, j'ai fait exprès de vous donner tout cela. Parce que je sais que l'essentiel a été développé en classe par les professeurs. Moi, je vous pousse à pouvoir élargir, étendre davantage votre champ de réflexion. C'est quand on vous pose ces questions-là. Parce qu'on peut formuler le sujet de n'importe quelle manière. Mais compte tenu de tout ce que vous avez, vous pouvez donc davantage euh, aiguiser votre réflexion en essayant d'être prêt, en tout cas, à aborder toutes les questions, toutes les formulations du sujet. Et envie de voir comment, par exemple, si on me donne dans le sujet, comment la littérature permet à un homme d'améliorer son niveau intellectuel, par exemple. Voyez-vous, ça c'est un exemple éloquent. En quoi, à travers un roman, on peut développer des aptitudes, des capacités en nous, de détection, d'enquête, de fouille, de recherche de solutions, de dissocier le coupable de l'innocent, etc., etc. Ça, quand même, c'est assez révélateur dans le cadre d'un roman. Alors, on va rapidement continuer. Citer un poème sénégalais dont l'œuvre a une fonction identitaire. Alors, rapidement, un poème sénégalais dont l'œuvre a une fonction identitaire. Rapidement, je ne sais pas si vous avez... Alors, Ndeye Khady, au Marietou, au Nafigué. Allez-y. Léopold Sédar Senghor. Oui, en quoi cela a une Monsieur. dimension identitaire? C'est quel poète et c'est quoi la fonction identitaire? Par exemple, Oui. dans, dans ce poème célèbre Senghor, la femme africaine. Bon, bon, c'est vrai que, voilà, d'accord, le poème. Donc, vous m'en parlez donc de Senghor et de son poème. De quel poème? Femme, femme, Femme nue, femme noire. femme noire. Alors, là, oui, ça parle de sa dimension intellectuelle, mais de sa dimension identitaire. Mais quel autre poème? Il y a un poème beaucoup plus, qui parle même de son origine sérère et voilà, de son terroir. C'est beaucoup plus précis à ce niveau-là. Marietou? Ce Oui? retour à la pénétration. Non, là, c'est Aimé Césaire. Quand il nous reprendra, c'est Aimé Césaire. C'est pas Senghor. Ah, voilà. Ou bien vous voulez donner un exemple de Césaire? Mais je parlais de Senghor. Restons sur Senghor. Son poème qui s'appelle, oui, Marietou, Seynabou, ou Marianka, ou Cheikh Thiam. Prenez la question. J'ai dit un poème de Senghor qui montre sa dimension identitaire. C'est qu'elle, à part femme nue, Qui femme noire, montre il y a à part femme noire, son poème il y a s'appelle son poème. Joal. Faut pas mettre en Non. parleur, ça revient sur nous. Joal. C'est Joal. Joal, je me rappelle. Je me rappelle, il se rappelle un peu des signaux à l'homme ouvert des vérandas, les signaux aux yeux sur elle, comme un clin de lune sur la grève. Je me rappelle les faces du courant où Koumondo fait une boulée taille. Quand il évoque cela, il évoque son identité. Voilà. Non seulement sa dimension d'Africain, mais également sa dimension de Sénégalais, sa dimension également de CRR, sa dimension également de quelqu'un, quand on parle du royaume d'enfants de Senghor, on parle de Djilor, de Fimela, etc. Ça évoque tout son environnement et ça se donne un caractère identitaire. C'est quand le poète parle au monde et à travers son discours, on voit également, lui, ses origines, ses croyances, n'est-ce pas? Peut-être même, il y a des gens qui parlent même de leur village pour montrer là où ils sont nés, etc. Cela, ce qu'on appelle la fonction identitaire. Alors, d'autres questions. Pourquoi la littérature fantastique a-t-elle une fonction d'évasion? Qu'est-ce qu'on entend par littérature fantastique? C'est quoi l'évocation du fantastique ou du merveilleux a une fonction d'évasion? En quoi parle-t-on de fantastique et du caractère évasif? Alors, on va parler Mariama Diallo. Mariama Diallo. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Mariama. Je m'appelle Mariam Diallo, je suis de Kolda. Ah, Bon, merci. Vous nous suivez de Kolda? ouais, effectivement. Moi, je dois corriger à Ziguinchor. Je viens à Ziguinchor. C'est pas très loin, c'est pas très Oui, éloigné, oui. effectivement. Oui. Bon, Alors, la Mariama, littérature, c'est un plaisir hein, de vous voir. Vous êtes une habituée et abonnée de Takana Takana, Academy? ah, Oui. bien sûr. Ah, merci. Merci Allez-y, beaucoup à vous. Mariama, par rapport à la question, littérature fantastique et fonction évasive. La littérature offre une évasion et transporte le lecteur dans les mondes imaginaires. Alors, Euh, qu'est-ce qu'on souvent, entend par littérature, la littérature fantastique? Mhm. bon, fantastique, on peut dire, c'est souvent peuplé, par Ouais. C'est genre, quand? Mhm. étant, comment on l'explique même? C'est quand l'auteur évoque, par exemple, des faits Des surnaturels. faits surnaturels, Voilà, des faits effectivement, surnaturels, des faits, et des situations impossibles dans la réalité. voilà, des situations impossibles. Elle Par permet exemple, donnez aussi un exemple. de, oui, Donnez un exemple. bon, Par comme exemple, dans le Senghor, conte, dans le conte. dans le conte, je peux Dans le dire, conte d'Amadou de combat, il n'y a pas une séquence où il dit qu'une marmite qui se cuisine toute seule, toute surtout dans seule, la cuillère sale, oui, une marmite qui se effectivement. cuisine toute seule. Ah ouais, si on prend donc, parler de fantastique un peu, de faits vraiment extraordinaires, ouais, ça, c'est un fait extraordinaire, c'est un fait fantastique. Les faits qui relèvent du merveille et du fantastique, c'est des faits qui, dans la vraie vie, ne peuvent pas exister. Donc, sont incroyables, invraisemblables. Et par conséquent, donc, presque impossibles, des situations impossibles. C'est comme, par exemple, dans dans l'épopée Sundiata ou l'épopée Mandeng, on dit que Sundiata n'a jamais marché et il décide un jour de marcher. Et on lui amène une barre de fer que soulevaient 10 personnes. Et lui seul, il a soulevé et il a commencé à marcher. Non, là même là, c'est pas grave. Mais sa mère avait besoin de feuilles de baobab. Lui, il est allé, il a déraciné le baobab qu'il est venu poser devant sa mère pour lui dire que vous avez besoin de feuilles. Moi, je vous apporte le baobab. Ce fait-là est carrément relève du merveille, du fantastique. C'est comme dans les fables également, où l'animal est donné de parole. Regardez bien, ce sont des faits inédits. Le corbeau et le renard. Un corbeau qui parle, un renard qui répond. Est-ce que l'animal est doté de langage comme nous? Non. Voilà ce qu'on appelle les faits qui relèvent de merveilles du fantastique. L'auteur, maintenant, pour nous évader, pour nous amener vers l'évasion, évoque ces faits-là extraordinaires. C'est une façon de nous faire rêver. C'est comme si l'évasion, c'est une invitation à un voyage dans le monde du merveille et du fantastique, dans le monde irréel, dans le monde impossible. On nous amène dans des mondes avec des faits et des événements impossibles qu'on n'a jamais. Là, quand même, ça a une dimension thérapeutique. Parce que ça nous permet d'oublier un temps soit peu nos peines ou nos douleurs, ou bien un temps soit peu les contingences de la vie moderne. L'évasion a cet effet-là thérapeutique. Ça soigne. Et là, quand même, c'est ça qu'il évoque. D'ailleurs, dans le genre de La Fontaine, dans la préface, nous dit effectivement, je chante les héros dont Ésope est le père, troupe de qui l'histoire encore comme mensongère, mais contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle à mon ouvrage et même les poissons. Ah, les poissons, ça parle. Mais il dit, ce qu'il dit, ça reste à nous tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes, et vous connaissez. Nous allons terminer avec la 20e question. On n'a même pas fait le quart, mais quand même, c'était à dessein, c'était pour permettre de réviser. Mais vous aurez sur la plateforme toutes les autres questions, c'est 20. Et vous pouvez donc vous-même vous mesurer et, s'il le faut, trouver des recherches, interroger votre professeur, posez-nous des questions sur la plateforme et nous allons essayer de répondre, d'apporter des réponses. Et le cours prochain, nous allons maintenant évacuer ces questions qui restent avant de pouvoir effectivement revenir sur les autres. Donc, la question qui reste, c'est comment le théâtre de l'absurde remet-il en question la condition humaine? Il y a deux dimensions. Le théâtre de l'absurde. C'est quoi le théâtre de l'absurde et c'est quoi la condition humaine? Le théâtre de l'absurde. Alors, vous allez répondre rapidement. Alors, on va voir Mamichou Bari. Certainement, elle nous vient également de Kolda. Mamichou Bari, elle est partie, non? Fatima Fall. Bonjour, monsieur. Bonjour, Fatima. Oui, vous nous avez manqué. Allez-y, Fatima. Monsieur, moi, je voulais poser une question qui concerne pas cette Voilà. Donc, vous réponse. allez nous laisser juste pour terminer cette question, de 20e question. Après, si on va vous accorder un peu ce temps-là, avant de terminer. Euh, D'accord.
On va Seynabou Diaw. Allez-y, Seynabou. Monsieur, Oui, le théâtre théâtre de de l'absurde. l'absurde, De le la théâtre de comédie. l'absurde Oui, remet en question la condition humaine en montrant oui, l'existence comme vide de sens, oui, marquée par l'absurdité, le oui. non-sens et l'angoisse face à un monde incompréhensible. Merci beaucoup. Et là, quel auteur vous citez? Le Hmm? théâtre quel auteur, quel dramaturge vous pouvez citer? Quel auteur? Dans l'attente, Un spécialiste du en théâtre de attente, l'absurde. Hein? en attente de Godot. Dans le Goudou. Mais Ouais. un auteur français du XXe siècle. Alors, quand on parle de l'absurde, vous pensez passer à qui? À Albert Camus. Albert Camus. Albert Camus, vraiment, c'est un spécialiste du théâtre de l'absurde, d'ailleurs, un théoricien de l'absurdité. L'absurdité, c'est quand on se pose des questions existentielles. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Voilà ce qu'on appelle des questions existentielles. Et là, quand on pose ces questions-là, on remet en cause la condition humaine. On remet en cause la condition humaine. C'est quand vraiment quelqu'un se doute. Effectivement, vous voyez, il a commencé depuis Albert Camus, depuis le roman, quand il dit, euh, avant d'écrire le roman de l'étranger, Albert Camus a lancé une phrase. Il a dit, aujourd'hui, celui qui ne pleure pas le jour de l'enterrement de sa mère sera condamné à mort. Vous voyez, c'est absurde. Le fait de pleurer, c'est une question d'envie. Il y a des gens pour un oui ou un non, ils pleurent. Est-ce on peut se baser sur des larmes pour justifier que celui-là, il est émotif? Il y a des gens qui ont des larmes de crocodile, comme on dit. Donc, effectivement, on se base sur des faits pas du tout importants pour pouvoir juger les gens. Donc, la vie est quand même absurde. On peut se poser des questions. Donc, le théâtre de l'absurde remet en cause vraiment la condition humaine parce que c'est absurde quand vraiment on est dans la situation d'absurdité quand on se pose des questions existentielles comme la vie a un sens, la vie vaut la peine d'être vécue, etc. Voilà donc quelque part la réponse. Il nous reste juste 4 questions. Fatima, si vous pouvez rapidement poser votre question, on pourra effectivement terminer en bonne. Oui, monsieur. Monsieur. Oui, je vous écoute. Bon, je vais demander, comme vous retrouvez les fonctions euh, dans la littérature que les mêmes fonctions que celles dans la littérature, le roman, la poésie, comme par exemple, si on parle de lyrisme personnel, on peut le retrouver sur le théâtre, sur le roman, la littérature en général, ou bien la poésie. Est-ce qu'on peut prendre une citation dont on parle de lyrisme personnel concernant le théâtre, concernant la poésie, qu'on peut rapporter dans la littérature en général, ou bien la poésie quand on parle de lyrisme personnel en même temps? Je comprends votre question, Fatima, et votre préoccupation. Alors, Oui. je dois vous dire, alors, il y a d'abord les fonctions de la littérature. Quand on parle des fonctions de la littérature, c'est toute la littérature. La littérature, c'est genre, c'est courant, c'est ça, c'est la littérature. Mhm. C'est comme quand on parle du Sénégal, c'est le Sénégal, ses régions, ses départements, etc. C'est le Sénégal. Maintenant, Oui. est-ce que ce qu'on vous dit, est-ce que quand on parle de Saint-Louis, ou bien d'un Saint-Louisien, est-ce que on peut dire qu'il y a des choses chez les Saint-Louisiens, alors, qui concernent tous les Sénégalais? Mais pourtant, c'est des Saint-Louisiens. Mais pour autant, il y a des choses qui sont spécifiques à Saint-Louis, n'est-ce pas? Oui. Le pont de Faidherbe n'existe pas aussi place qu'à Saint-Louis, n'est-ce pas? On ne peut pas parler de pont de Faidherbe et venir à Dakar pour dire oui, le pont de Faidherbe quand on parle du Sénégal. Le pont de Faidherbe est esthétique. Donc, pour dire quoi, Fatima? De la même manière que la littérature regroupe toutes les fonctions que vous voyez sur les genres littéraires, sur les courants littéraires, sont des fonctions de la littérature en général. Pour autant, en poésie, il y a des fonctions qui sont spécifiques en poésie, qu'on voit plus en poésie que dans les autres, qu'en roman. Des poésies qu'on voit plus dans le théâtre qu'en poésie. Un peu dans cet esprit. Donc, chaque genre littéraire également, il peut avoir le même. Par exemple, si je parle de la fonction esthétique, la fonction esthétique, il n'y a pas un genre qui ne peut pas vous servir donc, de cette fonction-là.
tous les genres littéraires. Parce qu'au commencement même de la littérature, c'était le beau. Donc, dans tous les genres, on peut retrouver la fonction esthétique. Mais, par exemple, quand on parle de la fonction cathartique, la catharsis, ça n'existe qu'en théâtre, que dans le théâtre. N'est-ce pas? Ça concerne même un sous-genre du théâtre, la tragédie. Oui. Et ça concerne même plus la tragédie médiévale, antique. N'est-ce pas? Pour dire qu'en fait, il y a ces particularités-là. Mais pour autant, ils partagent beaucoup de choses. Donc, quand vous voyez une fonction, ce que vous devez faire, c'est quoi? Connaître d'abord la fonction et quand ça consiste. Si on vous donne un sujet sur la littérature du manière générale, donc vous avez la latitude de citer, de convoquer n'importe quel courant, convoquer n'importe quel genre, vous êtes à l'aise. Mais quand on parle de la poésie, n'est-ce pas? Alors, vous devez vous limiter à la poésie et de ses fonctions, particulièrement. Oui, oui, par exemple, vous avez dit que la poésie a une fonction esthétique en même temps que la fonction esthétique intervient presque dans tous les courants littéraires. Donc, du coup, comme il y a tellement de citations, est-ce qu'on peut emprunter une citation de l'esthétique du roman à la Pour poésie? illustrer la fonction de la poésie. Oui. Non. Il y a des gens, il y a des professeurs qui tolèrent cela. Il y a d'autres qui ne le tolèrent pas. Donc, on va être très simple. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la transposition. Vous ne devez pas dire, dans la citation de Paul, comme par exemple, le roman est un miroir que l'on promène le long des chemins. Vous voulez parler de l'évasion dans le domaine de la poésie. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens qui disent que vous devez, dans la citation, ouvrir les guillemets, mais là où on met roman, vous mettez poésie, mais vous le mettez entre crochets. Le professeur saura que tu as remplacé le mot poésie, mais le mot roman par le mot poésie. Il y a des professeurs qui admettent un peu cela. Il y a des professeurs qui vous diront effectivement l'élève. Pourtant, il y a une autre citation, n'est-ce pas, sur la fonction évasive de la poésie. Pourquoi il n'a pas trouvé cela? Et me servir, parce qu'on est en poésie, d'une citation qu'il a puisée dans le roman. Pour dire en tout cas, quand vous êtes dans l'impossible de le faire, vous pouvez le faire, mais vous mettez entre crochets le mot que tu as changé. Là, on a dit poésie, vous sortez poésie, vous mettez roman, mais vous le mettez là-bas. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc, en tout cas, on vient de terminer notre séance. Voilà, merci, on est ensemble. Donc, je vous recommande donc de lire les autres questions et d'essayer de répondre et de vous évaluer vous-même et pour permettre un peu de vous mesurer en conséquence. Prochainement également, on reviendra sur les questions qui restent et effectivement vous donner les dernières orientations qui vont permettre un peu de réussir convenablement votre bac. C'était tout. Merci beaucoup et nous vous donnons rendez-vous encore dans une semaine pour une autre séance. Demain également, je reviens, mais pour des séances de coaching. Là, je sors la casquette de professeur de français pour adopter ma casquette de psychologue parce que je suis ethnopsychopathologue. Donc, j'ai fait des études de psychologie et voilà. Donc, je dois faire une thèse de doctorat sur l'ethnopsychopathologie. Et là, je suis là pour vous accompagner, vous orienter par rapport aux problèmes psychologiques que vous pouvez avoir, naturellement, et comment faire effectivement pour régler ou bien réparer ces difficultés-là et vous permettre d'avoir une meilleure concentration pour réussir le bac. C'était tout donc, et nous vous donnons rendez-vous demain et après, dans une semaine encore, pour une autre séance de littérature, mais demain pour une séance de coaching. Merci beaucoup, merci et à très bientôt.